Marc Daguerre est à mes côtés en plateau pour cette première demi-heure d'Intégral Bourse, président de DT Expert. Bonjour Marc. Bonjour Grégoire. Que se passe-t-il? Je donne juste quelques points de repère pour les auditeurs téléspectateurs qui nous écoutent. Rebond spectaculaire évidemment des marchés boursiers, revenu à des niveaux techniques importants. On a vu le S&P 500 revenir à 2800 points hier, c'est-à-dire moins de 5% de son record absolu. Le marché américain a rebondi de 20% par rapport au point bas de fin d'année. Le CAC 40 est revenu hier à 5240 points, là aussi niveau technique bien identifié important, plus 15% depuis le point bas de fin d'année pour le marché parisien. Je termine avec Shanghai pour donner l'exemple des marchés émergents, des indices chinois en l'occurrence, qui sont à nouveau entrés en bull market, en tout cas sortis du marché baissier avec une hausse de plus de 20% depuis le point bas de début d'année pour les marchés chinois. Le principal risque aujourd'hui, c'est que ça continue, ou le principal risque, c'est de penser que ça va continuer, Marc? La question piège. Mais c'est la seule. Hein. Alors moi je me souviens en début d'année, maintenant on va faire un petit mea culpa en fait. C'est vrai que j'étais passé comme beaucoup de gens assez négatif sur les marchés, et je me souviens d'un journaliste que j'aime bien qui avait tweeté quelque chose du type tout le consensus est repassé baissier, bonne nouvelle, les marchés risquent de monter. Voilà, je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais je pense que vous voyez de qui je parle. Effectivement, c'est assez intéressant. Maintenant aujourd'hui, soyons francs. D'habitude, lorsqu'on peut se prononcer de façon assez tranchée, je le fais. Là aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'avez dit, les marchés ont rebondi, et non seulement ils ont rebondi, mais ils ont vraiment rebondi en ligne droite, quasiment. Si vous regardez les indices américains, il y a ce qu'on appelle un V-bottom, c'est-à-dire une forte baisse du mois de décembre et puis une forte hausse à partir de janvier 2019. Le Dow Jones, comme le S&P et un peu moindre titre, le Nasdaq, sont revenus quasiment sur leur plus haut historique. Et donc on est dans une situation extrêmement difficile à gérer, parce que effectivement, comme vous le dites, la question c'est, il y a plusieurs questions. D'abord, est-ce que la tendance globale peut être revenue à la hausse? C'est la première question. Est-ce qu'on a invalidé le schéma baissier du quatrième trimestre 2018? Exactement. Est-ce qu'on a invalidé le bear market que tout le monde nous prédisait après ce qui s'était passé? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est là que ça devient délicat, c'est que quand bien même on invaliderait par exemple ce scénario baissier, est-ce qu'aujourd'hui, avec le rebond qu'on a, par exemple, pour parler du Dow, par exemple, le Dow peut revenir, aujourd'hui il est au-dessus des 26 000, il peut revenir à 24 000, 23 000, sans du tout remettre... Sans revenir en bear market, oui, voilà. C'est ça, sans revenir dans un schéma baissier. Parce que techniquement parlant, et finalement le technique se joint à un ensemble de choses, même fondamentales, mais aujourd'hui, plus on arrive de loin, plus on a les moyens de prendre une pause importante. Voilà. Donc là maintenant, on est remonté en flèche tout droit, et là maintenant, soit effectivement on va continuer à monter en flèche et on va refaire des plus hauts historiques, et là effectivement je pense qu'il faudra quand même valider une potentielle reprise de la hausse plus pérenne, soit alors on va commencer à buter un petit peu sur les niveaux où on est, voire se rapprocher des derniers plus hauts, et là commencer à entrer dans une phase de correction. Et là, la question va être, est-ce qu'on corrige un marché haussier, ou est-ce que finalement on est à nouveau en train d'attendre une forte vague de baisse? Et vous dites c'est très difficile. Alors le marché, on fait des probabilités, on a des scénarios, on essaye de coller sur chaque scénario une probabilité et de choisir le scénario qui représente le plus de probabilité aujourd'hui. Vous dites là c'est très compliqué effectivement de choisir un scénario par rapport à un autre. Non mais juste Marc, si on fait un petit peu de rétro-pédalage, et l'idée c'est pas du tout de faire un mea culpa, c'est juste de dire qu'il faut rester très très humble quand on parle des marchés tous les jours, comme vous le faites, comme on le fait ici dans cette émission. Mais la probabilité qu'on ait, après la vague de baisse de fin d'année, qu'on ait un marché américain en 2 mois qui revienne quasiment à ses sommets, cette probabilité, elle était infime. Personne ne l'a vu. Que ce soit les analystes techniques, les analystes fondamentaux, les stratèges ou autres, tout le monde a été dépassé par ce scénario de rebond, on est d'accord, Marc? Ah oui, tout à fait. Mais c'est peut-être le point important déjà, et c'est ce que vous expliquez, pour comprendre qu'aujourd'hui on est dans une situation où effectivement, à la croisée des chemins, comme on dit. Alors ce que vous avez dit est très juste. Plusieurs choses. D'abord, ce rebond, rappelons-nous, il a quand même été initié un 26 décembre, qui était un jour de marché fermé en Europe, mais pas aux États-Unis, dans un marché très creux, ce qu'on appelle creux, c'est-à-dire qu'il y avait très peu de volume, très peu d'investisseurs étaient présents, et c'est pourtant là que la mèche a été allumée. Les marchés américains ont pris, je crois, autour de 5% ce jour-là. Depuis,
vous avez cette espèce de ligne droite. Le dernier intitulé de notre weekly chez nous s'intitulait Doucement mais sûrement, c'est-à-dire qu'en fait finalement, bon an mal an, le marché n'a pratiquement cessé de monter depuis ce rebond du 26 décembre. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a entre les mains? On a un contexte de tension commerciale qui est en train plus ou moins de s'atténuer un petit peu, mais on n'est jamais à l'abri d'un rebondissement quelconque. Ça, on l'a déjà vu. Donc il y a ça en toile de fond. Après, on a des petits drivers, on a toujours évidemment les politiques des banques centrales, qu'est-ce qui va se passer à chaque fois, donc on est toujours aux aguets d'un discours de Powell ou de Draghi en Europe, mais on voit bien que les derniers discours n'ont pas véritablement influencé le marché. Vous avez parlé du Brexit, effectivement, qui est également une autre donnée qu'on a dans les drivers actuels. Et puis, si on regarde bien, on a après deux choses. On a par exemple des entreprises qui ont des PER, même si ma partie reste technique, mais quand même il faut faire un petit peu attention à tout, parce qu'on est obligé de se dire qu'est-ce qui peut aujourd'hui faire en sorte que les investisseurs d'un coup se remettent à devenir craintifs et d'un seul coup une espèce de panique sell qui fait que on vend, puis on vend très vite. Ça, on sait que le marché, il y a toujours cette théorie du toboggan, on peut monter régulièrement comme on l'a fait très doucement, et puis peut-être en 2 semaines reperdre ce qu'on a pris en 2 mois. Bon. On a des entreprises qui ont des PER quand même très élevé aujourd'hui. Si je regarde les grosses caps américaines, Amazon, je crois de mémoire, c'était autour des 60. C'est quand même énorme. Netflix 90. On a du Alibaba qui sont autour de 40. Voilà. Et même là, du coup, par rapport à des 40, on a, je pense, du Apple qui doit être autour d'une vingtaine, etc. Donc tout ça fait quand même qu'on est encore à des ratios assez élevés. Le marché reste cher, vous trouvez? Alors le marché reste cher et ça concrètement, il faut le savoir. Maintenant, est-ce qu'on va être encore capable de tirer tout ça à la hausse de façon, j'allais dire presque artificielle? Moi, je me pose la question parce que. Mais en posant cette question, vous y répondez d'une certaine manière ou pas vraiment? Alors je vais vous dire, oui, si. Alors je vais vous dire une chose, tant pis. Si je dois regarder que mes graphiques et faire abstraction, c'est toujours difficile de faire abstraction du contexte. On a plein de gens autour de nous qui sont dans nos métiers, qui restent très prudents. Moi-même, parle de ça toute la journée. Je travaille avec des gestionnaires de fonds régulièrement et il y en a certains qui viennent me voir en disant non, mais non, c'est pas possible, c'est trop cher. Ils me lancent des théories qui sont pas complètement fausses. Vous savez, par exemple, Buffett qui avait dit que lorsqu'on était en train de marquer une inflexion de marché, qu'on venait d'un fort marché baissier, qu'on allait reprendre une tendance haussière, il dit que les plus bas doivent être testés à plusieurs reprises, par exemple. Ça, c'est ce que Warren Buffett dit. Effectivement, Warren Buffett n'est pas le dernier des idiots, on le sait tous. Donc forcément, les gens écoutent un peu ce qu'ils disent. Donc moi, j'ai des gestionnaires de fonds comme ça qui sont très prudents, etc. Maintenant, quand je regarde mes graphiques uniquement, il y a, et au cas par cas, parce qu'on n'est pas obligé de regarder avec les indices, un indice, c'est un ensemble pondéré de certaines valeurs. Donc vous regardez les valeurs au cas par cas, évidemment les majors, et là, vous vous dites, c'est quand même étrange. Là, je suis repassé haussier sur un Intel, je suis repassé haussier sur Verizon, je suis passé haussier. Et là, vous dites, bon, il y a des configurations qui changent. Il y a des configurations qui, effectivement, des zones, ce qu'on appelle, nous, de résistance importante, qui finissent par être dépassées. Donc aujourd'hui, si je devais faire abstraction, en fait, du contexte dans lequel on était, et que j'étais en train de passer, comme on l'a, nous, dans nos métiers, certains examens d'analyse technique, dans lesquels on nous donne des graphiques à analyser, peut-être parfois sans date, sans même nom, etc., un graphique pur, et qu'on mettait mes graphiques sous les yeux aujourd'hui, j'aurais quand même envie de dire, il y a pas mal de valeurs que je serais en train d'acheter. Voilà. Et la preuve aujourd'hui, c'est que notre portefeuille, forcément, il a pris le sens de la tendance, et il est repassé quand même relativement haussier, puisqu'on est quasiment exclusivement long sur la plupart des valeurs qu'on a en portefeuille. Donc forcément, ça veut quand même aussi dire quelque chose. Et on voit bien qu'on aura beaucoup plus de risques aujourd'hui à essayer à nouveau de shorter des positions haussières comme ça. J'ai vu des gens qui ont essayé de shorter le rebond, en fait, ce qu'on appelle en se disant mais non, c'est pas possible, on vient de très très haut. C'est dur. Voilà. On risque de faire des erreurs importantes quand on est dans ce sens-là, dans cette stratégie. On peut faire des erreurs importantes, mais c'est des erreurs qui sont tout à fait légitimes finalement. Vous l'avez dit, il ne faut pas sous-estimer la difficulté d'un marché, du métier que ça génère derrière, et de se dire, moi je comprends, même si heureusement on l'a pas fait, mais je comprends des gens qui arrivaient, qui me disaient, ah là ça rebondit quand même, il y a peut-être encore un mois, en me disant, c'est bon là, on va shorter le rebond parce qu'on pense quand même qu'on est rentré en bear market. Et finalement ces gens-là aujourd'hui, ils ont 99% des cas se sont plantés parce qu'effectivement le marché a continué de monter. Donc les configurations techniques donnent plutôt envie d'acheter quand on les regarde froidement dans l'absolu, en essayant de faire abstraction du reste. Beaucoup plus sur les US
que sur l'Europe. Ouais. Si vous voulez, là, alors sur les US, on est pratiquement revenu, comme je disais, pratiquement à des niveaux de plus haut. Sur le S&P, si vous voulez des niveaux clés qui restent encore à surveiller, mais c'est ce que j'appelle les ultimes niveaux. Si on s'était vu début janvier, je vous aurais pas du tout donné ces niveaux, évidemment. Mais là, aujourd'hui, sur le S&P, par exemple, les derniers sommets qui sont autour des 2900, 2950, puis on a un dernier sommet, enfin pas un sommet, une oblique ascendante qui passe par les 3000 points. Ça veut dire qu'aujourd'hui, bon, alors vous dites, on n'en est plus si loin que ça, 200 points quand même à prendre, mais ça veut dire qu'après, on valide quand même un scénario bullish véritable. Après 20% de hausse, en plus une hausse qui n'a eu de cesse d'être dénigrée par les intervenants, hein, sans volume, des collectes sur les fonds actions, que n'a-t-on pas entendu sur cette hausse? Maintenant, on est en train de nous parler des 3000 points sur le S&P 500. Ah bah oui, et les 27 000 sur le dos, finalement, qui sont pour moi la clé technique à dépasser. Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête pour pas s'embarquer? Alors je sais pas, on sait pas ce que le marché fera dans les jours et les semaines à venir. Peut-être qu'on aura les 3000 points sur le S&P 500, mais est-ce qu'il faut un peu de prudence quand même? Enfin, au-delà des charts, au-delà de l'analyse technique, là, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Il faut forcément de la prudence. Alors moi, ce que je dis, je n'engage que moi, mais ce que je fais en tout cas, déjà moi je touche pas en ce moment aux indices, en tout cas pas aux indices américains. Pour moi, c'est beaucoup trop risqué. C'est un peu comme si on était, faut prendre l'autre exemple, quand on est dans un marché baissier, on dit qu'on n'attrape pas un couteau qui tombe. Bon, bah voilà, je veux dire, c'est un peu difficile là c'est le crack à la hausse, le train en marche, voilà. Donc aujourd'hui sur le marché américain, si vous me dites est-ce que tu l'achètes, j'ai envie de vous dire, je parle des indices. Hein. Bon, c'est un peu tendu parce qu'on a toujours peur d'arriver en haut sommet de quelque chose et d'acheter au moment où même il y a une correction qui arrive. Et puis est-ce que tu le vends? Là, j'ai pas d'indicateur suffisant pour mettre à le vendre. Après, au cas par cas, j'ai des actions sur lesquelles je me dis bon bah peut-être que là j'ai un potentiel aussi intéressant, peut-être que là sur certaines valeurs, je sais pas, je pense à Coca-Cola par exemple qui a eu des résultats assez mauvais, peut-être qu'il y a aussi des valeurs à prendre à la baisse, et c'est ce qu'on fait nous, ce qu'on appelle du money management du stock picking. Maintenant sur l'Europe, c'est différent. Sur l'Europe, la marge est encore un peu plus importante. Sur le CAC, on est sur, vous l'avez dit, sur une zone clé à 5240. Rendez-vous après 5415, qui est la droite qui passe par les derniers sommets. Au-delà de ça, effectivement, on commence à avoir un potentiel haussier sur le CAC intéressant. Le DAX, lui, par exemple, revient d'un peu plus bas et il a monté un tout petit peu moins violemment. Donc ça veut dire qu'il a encore une marge de hausse plus importante. Mais c'est vrai que si on regarde le DAX techniquement aujourd'hui, on a plus envie de l'acheter que de le vendre sur les niveaux auxquels il est aujourd'hui. Où sont les niveaux d'alerte? Parce que voilà, s'il faut rester prudent, méfiant, effectivement, après une phase de marché quand même assez incroyable, quand bien même les configurations techniques là sont plus favorables aujourd'hui. À quel niveau là est-ce qu'il faut se remettre la hausse en question? Est-ce que c'est des niveaux qui sont très très loin? Est-ce que c'est des niveaux qui sont pas si éloignés que ça sur les indices? Alors le CAC, hein, qui reste quand même la référence qui nous parle le plus. Alors le CAC aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle un premier overlap qui serait un premier signal de confirmation, de correction, pas de petite correction comme on a eu de temps en temps. Maintenant le dernier overlap il est sur les 5080, donc on est quand même à 150 points plus bas. Ouais, c'est ça. Voilà. Maintenant sur la tendance du CAC, si on veut commencer à se dire bah finalement non, on s'est trompé, on est peut-être encore en bear market. Je pense que tant qu'on est au-dessus des 4009, qui était le point clé à la hausse à franchir, bah ça devient la zone de soutien majeure aujourd'hui, avant de savoir si on peut éventuellement se dire bon bah donc on a gagné de la marge, hein. 5002, 4009 quand même, on a une bonne marge aujourd'hui, je me souviens, avant de revenir dans quelque chose. Je me souviens très bien quand on était dans les 4005 et qu'on revenait dans les 4007. Je sais pas si on s'était vu à cette période, mais vous m'auriez demandé, je vous aurais dit bah au-dessus des 4009 là on commence à s'offrir une marge intéressante, et la marge on est dedans là, on est dedans. Donc les 5050 ont pas tenu, les 5240 sont en plein test actuellement. S'ils craquent, bah derrière, comme je vous l'ai dit, 5415, etc. Voilà, et à chaque fois, on rebelote, on redécale le curseur et puis on voit ce qui se passe. Incroyable. Je sais pas quelle est la probabilité que cet événement se déroule comme il s'est déroulé. Enfin, cette probabilité, elle est quand même très très faible. Et bon, et pourtant, c'est comme ça que les choses se passent aujourd'hui. Hein. Parce que je le disais, il y a déjà des marchés qui sont en train de repartir de l'avant. Le DAX, là, à Francfort, gagne 0,2% désormais. Donc, c'est pas dit que le CAC 40 termine pas en hausse ce soir à nouveau. Pour l'instant, on est proche de l'équilibre, moins 0,1% à Paris. Ça, c'est pour le marché action. Que se passe-t-il du côté du marché obligataire et des marchés de crédit? On va en dire un mot avec Éric Bourguignon qui nous rejoint par téléphone, responsable de la gestion taux et crédit de Swiss Life Asset Management. Bonjour Éric.
Oui, bonjour Grégoire. Bonjour Eric, merci d'être avec nous par téléphone. On parle beaucoup du marché action, de la hausse ininterrompue des marchés actions, très très spectaculaire. Qu'est-ce qu'on peut dire du marché obligataire? On sent quand même que les investisseurs obligataires sont beaucoup plus calmes peut-être que les marchés actions aujourd'hui, Eric. Oui, exactement. Les variations sont très limitées aujourd'hui sur les marchés de taux. À titre d'exemple, le taux à 10 ans américain recule de 1 centime, de même que le taux à 10 ans allemand. Donc il se passe très peu de choses. Et en fait, c'est à peu près ça depuis le début du mois. J'ai calculé que depuis le début du mois, les variations quotidiennes du taux à 10 ans américain, c'est 2,5 points de base. Donc c'est vraiment rien. Et puis l'autre phénomène qui est tout à fait significatif, c'est que les taux restent très bas. Donc peu de volatilité avec des taux qui sont scotchés au plancher, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on peut avancer comme explication alors pour justifier à la fois la volatilité extrêmement basse et puis la faiblesse du niveau des taux d'intérêt aujourd'hui, Eric? Alors, sur ce second point, je pense que ce qui est clair, c'est que les marchés sont encore très inquiets du ralentissement de l'économie mondiale. Ils ont un scénario plutôt pessimiste sur cette économie, donc ça justifie le maintien de taux très bas. Quant à la faible volatilité, je pense qu'elle peut s'expliquer par des facteurs, on va dire, structurels et des facteurs de court terme. Sur les premiers, bien, on a bien compris que les banques centrales faisaient une pause pour un certain nombre de mois et que par ailleurs, quoi qu'il arrive ensuite, la liquidité restera abondante, la politique monétaire restera très accommodante. Donc ça, c'est tout à fait de nature à limiter les fluctuations des marchés en général et des marchés de taux en particulier. Et cette certitude s'est renforcée cette semaine avec les déclarations très dovish de la Fed et les déclarations de la Banque Centrale Européenne en ce qui concerne le TLTRO éventuel qui serait remis sur le tapis. Et puis sur les raisons à court terme, il y a l'attente des déclarations, de l'intervention ce soir de Jérôme Powell et demain devant le Parlement américain. En ce moment même, Jérôme Powell, qui confirme évidemment la stratégie de patience, elle vient d'être initiée par la Fed, donc ce serait compliqué quand même de changer à nouveau de discours. Mais voilà, dans sa déclaration liminaire devant la commission bancaire du Sénat aujourd'hui, Jérôme Powell, le patron de la Banque Centrale Américaine, réaffirme que la Fed aura une approche prudente en ce qui concerne les modifications des taux d'intérêt. L'économie américaine, ajoute-t-il, reste en bonne santé, les perspectives sont favorables, mais la Fed a constaté ces derniers mois des signaux contradictoires. Est-ce qu'on peut quand même, à travers le discours de Jérôme Powell, imaginer qu'il y a un scénario ou un cas qui pourrait amener à repenser à des hausses de taux? Est-ce que ça reste quelque chose de possible, d'envisageable, ou est-ce que non, c'est définitivement abandonné par les investisseurs et le marché, cette idée-là, Eric? Alors, les investisseurs, je ne sais pas, mais de notre côté, nous, on pense qu'en termes de perspective, c'est sûr que le secteur industriel et manufacturier est en phase de fort ralentissement, pour ne pas dire de récession. Ça, quand tu parles de signaux contradictoires, il y a une vraie divergence aujourd'hui entre l'activité manufacturière et l'activité des services, au niveau mondial, j'entends. Complètement. Et par contre, il y a quand même quelques facteurs, me semble-t-il, de rebond éventuel au niveau économique dans les pays les plus touchés, les zones les plus touchées. Je pense à la zone euro, où la demande interne reste quand même solide, avec des créations d'emplois importantes, une politique budgétaire qui soutient la demande, et puis une baisse de l'inflation qui renforce le pouvoir d'achat des ménages. Et puis en Chine, la politique de relance mise en œuvre au cours des derniers mois commence à porter ses fruits. Et puis par ailleurs, les perspectives d'un accord entre les États-Unis et la Chine, là aussi, sera un fort facteur de rebond de l'activité chinoise. Donc tout n'est pas perdu. Et les banques centrales n'ont certainement pas dit leur dernier mot. Oui, c'est ça. On peut même imaginer qu'un certain nombre d'éléments et d'événements positifs viennent compenser largement les facteurs négatifs aujourd'hui, Eric. On pourrait se retrouver dans une balance des risques un peu plus positive d'ici quelques mois. C'est notre scénario pour les mois à venir, exactement. Bon, il faudra suivre effectivement avec attention. Alors, la réaction aussi des banques centrales, si jamais ce scénario d'amélioration de la conjoncture devait se confirmer, quelle sera l'attitude des banques centrales qui restent aujourd'hui très dépendantes des données. Ça a été rappelé encore par la Réserve fédérale américaine. Je rappelle que Jérôme Powell, le patron de la Fed, est en train de témoigner, comme le patron de la Fed le fait traditionnellement tous les 6 mois, devant la commission bancaire du Sénat aujourd'hui et demain rebelote, je le disais, devant la commission bancaire de la Chambre des représentants. Merci Eric Bourguignon qui est avec nous par téléphone, directeur de la gestion taux et crédit de Swiss Life Asset Management. Un mot des devises peut-être. Marc Daguerre, toujours à mes côtés en plateau, le président de DT Expert. On parle de la Fed, on écoute Jérôme Powell. Bon, déjà pour constater que sur l'euro-dollar, il se passe franchement pas grand-chose. Non mais c'est rare, c'est peut-être la paire de devises la plus traitée au monde évidemment, dans des volumes extrêmement importants, et pour autant,
c'est quand même d'une stabilité remarquable depuis plusieurs semaines maintenant. Ouais. Oui, alors pour parler de l'euro-dollar dans un premier temps, on est toujours au-dessus de cette zone de soutien qui est autour des 1,12 en fait, qui pour nous est la clé, à savoir depuis qu'on a testé ces 1,26, on est revenu dans une forte correction et on s'est demandé si on pouvait aller tester la fameuse borne inférieure du canal de long terme. Pour l'instant, on a eu cette première vague de baisse et on est en train de surfer un peu au-dessus de ces 1,12. Tant que les 1,12 tiennent, effectivement, on va pas s'affoler dans le sens baissier sur la paire. En revanche, inversement, tant qu'on est en dessous des 1,15, et là on est pile entre les deux, on va pas non plus valider un rebond potentiel. Nous, on reste sur le long terme baissier sur la paire euro-dollar. Ouais. On attend éventuellement un rebond qui pourrait ramener jusqu'au 1,18, 1,18,20 en dernier recours si on passe au-dessus des 1,15. Voilà. En revanche, si on tape le plancher des 1,12, là on pourra repasser avec un peu plus de confiance baissier, c'est-à-dire vendeur en euros, acheteur en dollars sur la paire avec des objectifs qui viendront bien plus bas. Bon, et puis tiens, pendant qu'on parle des devises, là, qu'est-ce qu'on peut dire du sterling, de la livre britannique qui réagit, alors elle pour le coup à chaque évolution du dossier du Brexit. Je rappelle que la nouvelle aujourd'hui, et c'est une nouvelle importante, c'est la confirmation qu'il y a bien une option d'un report de la date du 29 mars qui sera soumise au vote des parlementaires britanniques qui devraient refuser à nouveau l'accord de séparation négocié par Theresa May. On sait que le Parlement britannique est contre l'idée d'un no deal Brexit, donc la troisième option qui leur sera proposée d'ici mi-mars, c'est l'idée d'une extension de l'article 50. Le sterling monte évidemment sur ces nouvelles. Oui, alors là, le contexte macro du Brexit et de ce qui est en train de se passer est un contexte favorable entre guillemets, parce que tout dépend de. Ouais. Voilà. Non, parce que quand une monnaie monte, il y a à boire et à manger. Hein. C'est bien pour certains facteurs et moins bien pour d'autres. Mais en tout cas, graphiquement et d'un point de vue de son appréciation, effectivement, le sterling a validé quand même des dépassements de certaines résistances, qui fait que sur la majeure partie des paires en sterling, que ça soit face à l'euro ou face au dollar, on a une configuration qui reste aujourd'hui à court terme à l'avantage de la livre. Hein. Ah ouais. Donc effectivement, on est on est, si vous voulez, avec tout ça dans un contexte qui reste globalement assez flou et tendu. On ne sait plus trop aujourd'hui sur les actions s'il faut acheter ou s'il faut rester prudent parce qu'on est déjà monté énormément. On a, comme vous l'avez dit, un euro-dollar qui est un petit peu atone et qui donne pas grand-chose. Il y a effectivement ce report des cambistes sans doute sur le sterling avec la seule actualité qu'ils ont finalement entre les mains. Et puis on n'en a pas parlé, il y a aussi le pétrole qui a refait un petit peu parler de lui, comme ça arrive très souvent d'ailleurs quand le marché cherche un petit peu des drivers, etc. Et le pétrole qui a été, je crois, en train de corriger, je pense, entre hier et aujourd'hui. Ouais, bon là, ça repart un petit peu, mais hier, c'était moins 3% sur le pétrole, suite à un tweet de Trump qui s'est encore contre l'OPEP. La réaction a été immédiate. Bon, ça s'est stabilisé. On est autour de $65 pour le Brent et 55-56 $ pour le brut léger américain. Oui. Alors sur le pétrole, les niveaux sont les suivants. J'avais regardé avant de venir. Donc les $60 sur le Brent à la baisse. C'est-à-dire tant qu'on est au-dessus de ce niveau, on peut maintenir un biais haussier avec la poursuite du rebond. Et puis pour valider une reprise haussière plus pérenne, parce que quand même le pétrole vient d'assez haut, il faudrait dépasser les 71,15 exactement sur le Brent, qui est notre dernier rempart à court terme, avant de se dire peut-être. On repart sur des sommets récents. Voilà, on était à 85-86 $ sur le Brent début octobre. Et oui, et on est tombé quand même bien bas, autour des 40. Voilà, donc là, je pense que mais le pétrole reste aussi un actif sur lequel on se reporte pas mal, effectivement, lorsqu'on cherche des points d'intervention. Donc tant qu'on est au-dessus des 60 pour l'instant sur le Brent, on peut rester aussi sur le pétrole. Mais quand même des marchés à manier avec prudence. Alors là, oui. Est-ce que si vous ne devez retenir qu'une chose, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Si ça peut arriver, tant que c'est très souvent à manier avec prudence un marché de toute façon. Quel que soit, on peut jamais être sûr à 100%. Mais là, particulièrement, la cartographie du marché tel qu'elle est aujourd'hui ne permet pas du tout de trancher de façon assez nette. On n'est pas loin de certains niveaux de résistance clés, mais on est quand même pas encore dessus. Donc trop tôt pour envisager une
vraie pérennité haussière. Et d'un autre côté, on est dans un rebond tel que... Et on a tous en tête ce qu'on a vécu en fin d'année dernière. Voilà, il faut dire les choses. Oui, mais bien sûr, c'est ça. Où tout le monde on est encore marqué par ces événements de fin d'année sur les marchés. Oui, des PER assez élevés, un ralentissement de la croissance économique globale qui font qu'effectivement, on va faire attention. Et là, le gros souci qu'on a aujourd'hui, c'est que un démarrage de correction d'une dizaine de %, qui est quand même pas rien, ne viendrait pas pour autant forcément invalider le fait qu'on soit encore potentiellement dans une reprise haussière. Donc c'est là qu'on est dans une situation qui va être délicate. Et si la correction devait commencer à se faire dans les jours ou les semaines à venir, c'est la question qui va se poser à tous, à savoir... Est-ce qu'on corrige notre rebond ou est-ce que ou est-ce que le rebond était finalement une forte correction de la baisse précédente? Voilà. Bon, réponse dans les prochains jours, prochaines semaines. On verra. On va suivre ça. De toute façon, à un moment, on est quand même proche. À un moment, on aura la réponse. Merci beaucoup, Marc. Marc Daguerre qui était à mes côtés en plateau pour cette première demi-heure d'Intégral Bourse, président de DT Expert. On marque une pause, direction New York dans un instant pour retrouver sur place en duplex Grégory Volokin, le président de Mescard Financial Services. Un autre président est en train de s'exprimer, c'est celui de la Fed, Jérôme Powell, qui est en train de témoigner, comme le veut la tradition, tous les 6 mois devant les commissions bancaires du Sénat aujourd'hui et demain de la Chambre des représentants. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel.